Bonjour. Alors, comme on vous l'a dit, on a sélectionné une grosse centaine d'articles sur ces 5 dernières années et on s'est dit qu'on allait les parcourir, les résumer et vous donner un peu notre avis sur ces différents articles comme, comme ressource d'approfondissement pour aller plus loin, vu qu'on ne va pas pouvoir échanger en live avec vous sur vos sentiments, vos avis, vos questions qui vous taraudent personnellement. Alors on s'est dit qu'on allait essayer de mettre à profit notre veille de ces 5 dernières années. Et puis on a fait un premier travail de tri des articles. Et voilà, maintenant, voilà, pour le mindset de l'entrepreneur, on est à 9 articles environ. Et on les a lus il n'y a pas longtemps, on va vous donner rapidement nos avis dessus et on vous laisse les lire, ils sont tous en lien dans la présentation qui est sur Google Classroom. Premier article qu'on a imprimé le 27/3/2020, je ne sais pas quand il est, freelance, auto-entrepreneur, slasher, doit-on dire adieu au salariat? Donc c'est une thématique qu'on a un peu abordée tout à l'heure, c'est de dire, bah, tiens, est-ce que le salariat est mort? Alors on parle, ce qui fait écho par rapport à cette problématique, c'est on parle aussi d'ubérisation de la société. Alors pourquoi est-ce que je mets le mot ubérisation et slasher en parallèle? C'est que ce sont les nouveaux moyens Peut-être, de... Salvatore, je t'interromps, pour bien définir le mot slasher, parce que tout le monde ne l'a pas en tête. Slasher, dans slasher, vous entendez slash. Donc les slashers, ce sont les personnes, comme Salvatore et moi d'ailleurs, qui euh, pratiquent en parallèle plusieurs activités professionnelles. Donc Salvatore, il est comptable fiscaliste, slash formateur, slash gérant d'une entreprise qui fait des logiciels, slash, enfin tu ne l'es plus, mais voilà, c'est plusieurs activités. Moi, je suis formateur, slash consultant RH, slash consultant sécurité, slash comédien. On a plusieurs activités. Et avant, c'était quelque chose que les gens faisaient purement par objectif pécunier. J'ai pas assez pour finir mes fins de mois. Bon, bah, je vais me trouver un petit boulot en plus les week-ends, le matin, le soir, que sais-je, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Aujourd'hui, on est face à une nouvelle génération qui réellement se plonge dans un statut de slasher, non pas pour boucler les fins de mois, mais parce qu'ils ont envie de vivre plusieurs activités différentes. Je voyais encore un TikTok hier d'une médecin, machin, laborantine, etc., qui était laborantine le jour à l'hôpital, masque Covid-19, et la nuit, qui dansait dans des bars parce qu'elle en avait envie. Pas pour terminer les fins de mois, mais parce que ça l'éclatait de faire du pole dance. Pourquoi pas? Ce sont des vies qui peuvent être complémentaires. Vas-y, Salva, je t'ai interrompu, désolé. Non, non, pas de souci. Parler d'ubérisation. Donc on parle d'ubérisation, et l'ubérisation fait référence à la société Uber qui a mis en place un nouveau système de salariat slash indépendant, puisque ça fait un peu débat au sein de la société actuellement. Est-ce que c'est des employés, des indépendants? Mais au-delà du cadre juridique, ces nouvelles plateformes ont fait émerger des nouvelles possibilités de travail, d'une part. Ça, c'est vraiment une tendance forte. C'est qu'à l'heure actuelle, euh, à la fois les mœurs, la culture populaire permet plus facilement d'avoir plusieurs activités. C'est pas mal vu spécialement. On commence à en avoir de plus en plus l'habitude. Mais d'un autre côté, les technologies permettent de se mettre plus facilement à l'emploi. Alors pourquoi est-ce que je parle de technologie? Tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, le monde du travail est devenu hyper flexible. Alors, désolé de parler un peu comme un syndicaliste, mais le propos que je vais tenir n'est pas lié à la flexibilité du travail, c'est plutôt lié au fait que au jour d'aujourd'hui, vous allez être entrepreneur, mais peut-être vous allez avoir besoin de, de communiquer. On va aborder cette partie-là dans le cours. Et pour communiquer, vous allez avoir besoin d'un infographiste. Rien ne vous dit que l'infographiste que vous allez choisir, c'est sa seule activité. Et donc, les mises en relation de différents professionnels via des plateformes, des bourses d'échange de services,
la technologie le facilite et donc vous pourriez très bien avoir de multiples activités simplement parce que vous êtes présent sur une plateforme à qui vous allez dire, ben voilà, moi, mon kiff, c'est de faire des bouquets amateurs, des bouquets de fleurs amateurs. Et voilà, une plateforme me permet de mettre en ligne mes créations. Mais d'un autre côté, je travaille comme postier à la poste et en plus, je donne des coups de main pour réparer des vélos. Voilà, tout ça, ce sont des activités qui sont possibles et qui sont rendues possibles, notamment, ce n'est pas l'unique moyen, mais notamment par des plateformes. Et donc voilà, je pense que c'est un petit peu ça, là, quand on parle de, je lis le titre, la révolution du travail, effectivement, on est dans une ère où les personnes choisissent de plus en plus là où elles veulent aller, ce qu'elles veulent faire, ne sont pas limitées par un employeur, ne sont pas nécessairement limitées par un contrat de travail, ne sont pas limitées par des disponibilités technologiques. Maintenant, tout le monde peut à peu près tout faire avec un téléphone portable, avec des plateformes. Voilà. Il fait le lien avec l'article de Jacques Attali qui dit que l'idée que tout le monde soit salarié n'a plus de sens pour lui. Exactement. Médiéval, c'est ça qu'il dit. Je pense que c'est lui qui dit ça. Je pense, j'ai plus l'article en tête, mais on pourrait paraître extraterrestre, et c'est vrai que des fois on l'aborde dans nos cours à l'IFA-PME sur un ton un peu provocateur en disant mais bon sang, pourquoi est-ce que le contrat de travail existe toujours? Alors c'est dans l'air du temps, certains même partis politiques surfent là-dessus, de dire bien sûr que le travailleur, la force de travail, les entreprises en ont besoin. En fait, l'entreprise, si on veut aller jusqu'au bout des choses, elle n'a pas besoin de main-d'œuvre, elle a besoin de compétences et elle a besoin de disponibilité de ces compétences. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont des coquilles vides qui mettent en relation des freelances. Hein. Donc freelance, qui est un autre Exactement. mot pour dire indépendant hein, ou entrepreneur. Exactement. Et donc, si on pousse la logique jusqu'au bout, ben, un travailleur salarié, c'est juste un travailleur qui s'est inféodé à une personne. Et donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a un retour en arrière. Là, je vais faire ma petite parenthèse un petit peu plus philosophique ou anthropologie du travail. Il y a un retour en arrière et on voit que des partis un peu plus extrêmes qui surfent, on entend beaucoup le mot populisme qui émerge, c'est-à-dire qu'on revient vers une expression que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est de la lutte des classes, c'est-à-dire que la lutte des classes est remise en avant. Au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais entendu autant parler de lutte des classes. Il y a 10, 15, 20 ans, on entendait moins parler de lutte des classes, c'est-à-dire le fait que le patron s'oppose aux salariés. Il y a d'un côté le salariat et d'un côté le patron qui veut exploiter le salariat. Euh, or, Celui qui détient les biens de production versus exactement. qui amène leur force de travail. Or, et je vais faire un lien avec ce qu'on a dit tout au début dans la vidéo précédente, c'est-à-dire les craintes. C'est marrant parce que on parle de ça alors que les tendances et les mots à 1000 points qu'on entend quand tu as parlé de ubérisation tout à l'heure, ubérisation, freelance, etc. Donc, le mot à 1000 points quand on parle de freelance, d'ubérisation, de télétravail, c'est NWO, New Ways of Working. Chacun travaille avec un ordi, machin, etc. Et puis vous avez un autre mot-clé qui est le BYOD, B-Y-O-D, Bring Your Own Device, amenez vous-même votre matos. Or, l'ubérisation, c'est ça, c'est le Uber, il conduit sa bagnole, pas celle de l'entreprise. Deliveroo, il conduit son vélo, pas celui de l'entreprise. Et donc, c'est assez marrant finalement de dire, on met des choses en parallèle, alors que finalement, elles s'opposent un peu. La lutte des classes, c'est celui qui détient les moyens de production versus ceux qui amènent leur force de travail. Alors qu'en fait, on pousse le truc un pas plus loin avec l'ubérisation en disant, en fait, tu vas amener ta force de travail et en plus, tu vas amener le matos, s'il te plaît. Et puis moi, je vais me prendre une grosse marge sur tout ce que tu fais parce que je te mets, en fait, mon job, c'est de te mettre en relation avec le client. Et
euh, on voit que les premiers mots qu'on a cités dans les craintes et c'est la sécurité de l'emploi. Pourquoi ne pas se lancer? C'est parce qu'on cherche quelque part une sécurité d'emploi. Et on pense avoir cette sécurité de l'emploi dans une entreprise sous la forme du salariat. Mais si on revient à la base même de ce qu'est un contrat de travail, c'est s'inféoder à un patron. Donc celui qui accepte un emploi s'inféode à un patron. Et donc, c'est bizarre, c'est de se plaindre qu'on est inféodé à un travail alors qu'on s'est soi-même mis dans cette posture-là. Donc ça, c'est un premier paradoxe pour moi du contrat de travail qui, au jour d'aujourd'hui, n'a plus vraiment de sens. Alors, il n'a plus de sens parce que on n'est plus dans cette lutte des classes, parce que je pense que l'être humain aspire à une plus grande liberté et que donc garder ce carcan juridique n'a plus vraiment aucun sens. Euh, C'est parce que ça n'a plus de sens qu'on a autant de mal à fidéliser quand on est employeur. C'est-à-dire que les gens profitent des avantages du contrat de travail avec ce qu'ils considèrent être une certaine sécurité d'emploi, des facilités pour faire des emprunts, etc. Mais par contre, ils veulent plus les inconvénients du contrat de travail et si ça ne leur va pas, ils changent de boulot. Et donc, y a un peu ce double jeu de ouais, en fait, je me mets à ton service et je signe un contrat, je prends les bénéfices qui viennent avec, mais en fait, si ça va pas, je me casse et en plus, j'ai le chômage. Donc, on prend un peu tous les bénéfices, hein, on fait un peu du cherry picking, mais pas dans les articles scientifiques cette fois, mais dans les avantages du contrat et de butiner un peu à gauche, à droite. et et c'est le mot juste que tu viens d'utiliser, qui est le mot butiner, c'est-à-dire comme une abeille ou un insecte aller de fleur en fleur. J'ai des clients qui se lancent ou qui se sont lancés, par exemple, dans Uber. Donc, ils se sont dit, moi, je veux être chauffeur Uber. Euh, mais ils ont oublié une grande variable, c'est-à-dire que quand on choisit de travailler pour une société qui est Uber ou leurs équivalents ou chez Deliveroo, et d'ailleurs, c'est ça la polémique, c'est-à-dire que des jeunes ou des entrepreneurs, puisque c'est comme ça qu'ils ont démarré, se disent, je vais démarrer un travail chez Deliveroo. Finalement, ça remplit bien une série de, d'attraits comme on les a donnés, c'est-à-dire que je suis chez Uber ou je suis chez Deliveroo, ben, je peux choisir mes horaires. On ne m'impose pas vraiment des horaires. À partir du moment où je suis là, je peux choisir les courses que je fais. On m'impose pas d'avoir, on m'impose d'avoir une certaine qualité de voiture ou un certain équipement si je suis chez Deliveroo, mais on ne me dit pas exactement lesquels. Et qu'est-ce qu'on voit poindre? On voit toute une série de personnes qui commencent à dire, ah mais non, en fait, moi maintenant, je ne suis pas indépendant Deliveroo, finalement, je suis un travailleur salarié. Et on revient en arrière. Et pour reprendre l'exemple de mon client qui a commencé à Uber, en fait, il a commencé Uber vraiment plutôt en mode salarié qu'en mode indépendant. C'est-à-dire qu'il s'est entièrement voué à Uber. Mais il ne faut pas oublier une chose, euh, Uber n'a jamais promis qu'on pouvait vivre avec des profits énormes, rien qu'avec Uber. Et donc l'erreur, elle est là. C'est-à-dire que Uber, ce n'est pas un projet, c'est un client. Et si j'envisage Uber comme mon unique client, eh bien, je cours un risque. Mais tout comme si je suis fleuriste et que je n'ai qu'un client qui me commande des fleurs, ben, je suis à risque. Et donc, c'est pour C'est ça que... pernicieux, hein. C'est pernicieux parce qu'en fonction du taux de réponse, du nombre de courses que tu prends, de la rapidité que tu prends, on t'en propose plus ou moins, tes marges changent aussi. Donc, c'est un peu un double discours où Uber va dire, ben, ouais, tu es indépendant, je suis un client, tu peux avoir d'autres clients, tu es libre. Mais par contre, bah, si tu ne suis pas mes règles, tu auras moins de bise. Tu vas me dire, c'est ce qui se fait partout, hein. Si tu bosses plus avec moi, je te donne des avantages. Mais là, disons que c'est vraiment institutionnalisé dans ce type de collaboration-là. Oui, mon propos est simplement de dire, il y a des avantages et des inconvénients comme partout. Clairement. Ne l'envisagez pas comme un projet en soi, Tout un à fait. unique projet. Voilà. Et donc, je raccroche les wagons par rapport à est-ce que le monde du salariat a encore du sens? Je pense que de nos jours, non. Alors on va se dire, mais oui, mais si tu es caissier, euh, comment est-ce que tu peux être indépendant? Si on a encore besoin de caissier, c'est parce que ça représente certaines compétences. Et que donc, j'ai des compétences à aller mettre en œuvre.
ne parlons pas de métiers qui, au moment du visionnage de cette vidéo, n'existeront plus. Parce que c'est un métier qui, demain, n'existera plus. Alors, je fais le lien avec un autre article, mais je continue la discussion par rapport à la sécurité de l'emploi. Slasher, coworker, les bons plans pour travailler autrement. On reparle encore de freelance, de nomadisme, hein, le travail nomade, encore un mot à 1000 points, si vous voulez avoir l'air classe à une soirée. Donc, on a dit tout à l'heure, sécurité de l'emploi. Moi, j'aimerais quand même ramener un élément qui... Tu as parlé de se féoder dans le cadre d'un contrat de travail. Oui. Féodé, pardon, dans un contrat de travail. Faut quand même dire qu'un contrat de travail n'est pas une sécurité ultime du tout. Aujourd'hui, c'est très facile de casser un CDI. On est presque plus en sécurité dans un CDD que dans un CDI, parce qu'au moins un CDD, on sait combien de temps ça dure. Un CDI, on n'est pas toujours sûr. Et donc, il y a ce sentiment de sécurité dans le contrat de travail qui n'est qu'un sentiment de sécurité. Parce qu'en fait, quand on préfère travailler sous contrat de travail, on préfère faire confiance à l'employeur, on va s'assurer de trouver les clients et le business. Moi, je suis qu'un prestataire de services interne et je lui fais confiance pour me trouver du travail et me payer. J'espère qu'il est digne de confiance, parce que s'il n'est pas digne de confiance, je peux me faire virer. Donc, ce n'est pas un acquis. Je lui fais confiance en signant ce contrat-là. Alors que si je suis mon propre patron, ben, je me fais confiance. C'est à moi de trouver les clients, c'est à moi de réduire mon risque, c'est à moi de diversifier mes paniers de clients pour m'assurer du travail. Donc, on n'est pas dans de l'emploi, on est dans du travail. Et finalement, est-ce que ce n'est pas moins risqué de travailler comme ça que de travailler de manière contractuelle? Et je prends l'exemple du coronavirus. Je connais plein de gens qui sont salariés, qui sont sur le chômage full-time et qui ne sont pas sûrs de récupérer un emploi à temps plein après le confinement, voire un emploi du tout. Alors vous allez me dire, il y a plein d'indépendants qui vont aussi mettre la clé sous la porte. Et on parle beaucoup de l'ORECA, les prévisions, c'est déjà que 50% auraient fait faillite, c'est possible. Mais à partir du moment où vous n'avez qu'une seule activité et qu'elle est soumise à un événement exceptionnel, qui est ici une crise sanitaire, bah, de fait, vous risquez de vous retrouver brinque-ballé par le vent de l'activité économique du pays. Or, le slasher, pour faire le lien avec cet article, le slasher, il en a plusieurs des activités. Et finalement, nous, c'est un peu ce qui nous a arrangé ce coup-ci. Moi, toutes les formations que j'allais donner à gauche, à droite pour le forum, elles sont toutes annulées. Par contre, l'IFAPME m'a autorisé à former à distance. Et j'ai d'autres clients de recrutement, par exemple. J'ai la chance qu'ils recrutent encore, parce qu'il y a pas mal de recrutements qui sont arrêtés jusqu'à novembre-décembre. Mais voilà. Et donc, j'ai des contrats qui s'arrêtent, mais j'ai aussi des contrats qui continuent. J'ai des contrats pérennes, j'ai des contrats à l'année, et en fonction des typologies de contrats fournisseurs-clients et en fonction des typologies d'activité et des secteurs d'activité, je minimise mon risque en cas de coup dur comme celui-ci. Ce qui n'est pas du tout le cas si on est salarié. Si on est salarié 100% du temps, c'est tous les œufs dans le même panier. Et on croise les doigts très très fort en espérant que ça marche. Donc, la sécurité de l'emploi, c'est toutefois assez relatif. Par contre, ce qui est peut-être plus facile, c'est le lissage de la rémunération. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on a eu beaucoup ces dernières années, hein, Salva. C'est des rémunérations qui fluctuaient beaucoup, avec des mois où on était très bien payé, des mois où on n'était pas du tout payé. Hein, il y a eu des périodes où pendant 6-7 mois, il n'y avait rien qui tombait. Et là, ça a commencé à être compliqué. Heureusement qu'on avait qu'on avait caché dans le sol nos noisettes. Mais donc ça, c'est difficile de gérer des flux financiers qui sont fluctuants. Et ça, c'est le gros avantage, selon moi, du salariat, c'est d'avoir des flux financiers qui sont fixes. C'est plus ça l'avantage que je vois au salariat et l'accès à du chômage derrière. C'est cette sécurité. En fait, pour moi,
le salariat, c'est pas la sécurité de l'emploi, c'est plutôt la sécurité du non-emploi. Si jamais ça s'arrête, j'ai le chômage. C'est plutôt ça, en fait. Je viens de me faire cette réflexion. Voilà un peu. Donc ça, c'est différents articles sur le slashing, le fait d'être slasher, d'avoir plusieurs vies à la fois. Et donc, à la fois de varier ses clients, mais aussi ses passions, de pouvoir s'exprimer dans différents métiers. On a trouvé un autre article qui est en anglais, hein, désolé, mais je vous l'ai dit dans une des premières vidéos, l'anglais est important. Don't follow your passion. Ne suivez pas votre passion. Alors, vous lirez l'article si vous intéresse, mais globalement, moi, je voulais quand même vous dire quelque chose, c'est attention si vous êtes passionné par quelque chose, vous êtes passionné par la cuisine. Vous êtes passionné par la cuisine. Vous êtes tellement passionné par la cuisine que, en plus de votre job, vous avez fait en cours du soir une formation en cuisine. C'est lourd, hein, c'est 3 ans, c'est 2, 3 fois semaine, 4 heures, voire plus si vous mangez après, etc. Il faut reprendre des cours de néerlandais. Bref, vous faites votre TFE, vous réussissez, vous avez l'accès à la profession. Est-ce que c'est maintenant que vous allez vous lancer ou pas dans cette activité professionnelle, ou est-ce que ça va rester une passion? Parce que le fait de passer en activité professionnelle, ça implique quoi? Ça implique que votre passion devient un métier. Et une passion, je le fais quand je veux. Un métier, je le fais parce que je dois le faire. Alors, tant mieux si il me passionne, mais si à un moment ça ne me passionne pas, peu importe que ça ne te passionne pas, il faudra le faire parce qu'il faut gagner ta croûte. Moi, j'ai hésité en fait à faire HEC. J'hésitais entre HEC et le conservatoire en théâtre. Et on m'a dit, mais t'es sûr de vouloir transformer ta passion du théâtre en métier? Parce que, et encore faut-il trouver le job, mais imagine, justement, tu es en recherche, tu as la dalle, il faut bien manger, et toi ton diplôme c'est comédien. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas faire une pub. Une pub pour quoi? Peu importe, pour Coca-Cola, pour la Défense, pour une crème anti-hémorroïde, des trucs qui t'intéressent peut-être pas, qui vont peut-être à l'encontre de tes valeurs, qui vont peut-être te donner une mauvaise réputation, qui vont peut-être... Est-ce que tu as envie de faire ça? Pas forcément. Est-ce que tu devras le faire? Sans doute parce qu'il faut bien bouffer. Et donc, attention à pas travestir votre passion et à la ruiner finalement, ruiner votre passion en la transformant en métier. Autre chose, c'est pas parce que c'est votre passion que vous êtes fait pour la vivre de manière professionnelle. Demain, vous voulez vous lancer dans l'ORECA, vous voulez être traiteur, vous voulez être restaurateur, c'est super, vous cuisinez bien, vous avez eu des super points. Je vous crois, c'est votre passion, vous êtes dingue de ça. Mais gérer une cuisine, gérer des délais, gérer du timing, investir dans une cuisine professionnelle qui respecte des normes AFSCA, c'est des coûts. Or, les marges par rapport à un métier de traiteur, à un métier d'ORCA, elles sont faibles. Ça veut dire que vous allez mettre du temps à retrouver votre investissement, vous avez des faibles marges, vous avez peut-être arrêté autre chose qui vous paye au quotidien, donc ça devient très difficile. Et donc finalement, ce truc qu'on adorait faire le week-end et qu'on adorait partager avec les amis est un peu réduit à ce truc qu'il faut faire. Et ouais, quand même, j'aime bien, mais en fait, j'aime bien cuisiner des trucs différents. Quand c'est tout le temps le même plat, parce que tu comprends, il faut bien gagner sa croûte, donc je fais des économies d'échelle, c'est peut-être un peu moins kiffant. Donc attention, vraiment, sonnette d'alarme de transformer votre passion en activité professionnelle. Là, Salva, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur celui-là. Il me semble un peu... voilà. Alors, on parle de mindset d'entrepreneur. Ben, l'entrepreneur, la première chose qu'il doit faire, c'est devenir entrepreneur. Et pour devenir entrepreneur, ben, il faut taper. Il faut, comme disait André Gide, hein, Salvatore, tu aimes beaucoup cette citation d'André Gide, il faut quitter la rive. Il faut à un moment lâcher tout et se laisser quitter la rive. Bah, psychologiquement, c'est pas toujours facile de se jeter dans l'inconnu. On a peur de plein de choses et c'est bien légitime. Donc voilà, on vous a trouvé un petit article qui parle de 9 verrous qui peuvent vous empêcher de vous lâcher. Hein, le control freak. Alors, je vais citer la citation d'André Gide parce que tu ne la cites pas. Ah, C'est ne découvre de nouvelles terres que celui qui sait quitter tout rivage. très bien. Donc, Donc,
Vas-y. Donc effectivement, comme Sylvia vient de le dire, et ça fait écho à des mythes dont on parlait au début, dans les premières vidéos, c'est de se dire, si ça marche, je vais grandir, je vais commencer à mi-temps ou je vais commencer à titre complémentaire et puis je passerai en société. Ces choses, ces événements risquent de ne pas arriver. Par contre, c'est votre choix qui va provoquer à un moment des grands passages. Si demain vous vous dites, moi j'en peux plus de mon job ou j'ai un projet qui me trotte en tête et je dois le vivre, sachez que vous n'arriverez à le faire vivre que si vous vous y lancez corps et âme. C'est ça le sens de la citation d'André Gide, c'est je vais découvrir de nouvelles têtes, de nouvelles terres parce que j'ai quitté un rivage. Et on ne quitte pas un rivage en se disant je vais faire 100 mètres et on va voir si je trouve une île. Ben non, si à 100 mètres je peux trouver une île, c'est que du rivage j'arrive à la voir. Or, ça n'arrivera pas. Si je veux découvrir une île, ben, je vais prendre mon bateau, je vais aller très loin, je vais un peu me perdre au milieu de l'océan et peut-être je découvrirai une nouvelle terre. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre et pas comme je commence tout petit et puis on va voir. Ben non, vous n'avez pas commencé tout petit. Euh, Demain, si vous voulez vous lancer en électricité, vous n'allez pas dire ben, j'ai une foreuse mais pas une visseuse. J'ai une demi-camionnette. Non, vous avez l'outillage, vous avez l'équipement, vous avez la volonté d'y aller et vous faites pas à moitié. Alors, un autre article, mais en anglais, Using Social Media to Build Professional Skills, utiliser les médias sociaux pour construire de la compétence professionnelle. Salvat, t'en as pensé quoi de cet article? Alors, ça va revenir quand on va parler de tout ce qui est communication et de tout ce qui est stratégie marketing, quand on rentrera vraiment dans le vif du sujet. Euh, Ce qui est dommageable, et on le voit ici parce qu'on est en train de recruter, par exemple, avec Sylvain, et on voit que l'utilisation des médias sociaux sert trop peu souvent aux professionnels à se donner et à se bâtir une image de qualité. Et ça, c'est vraiment une compétence, et on insistera fortement là-dessus, c'est que votre utilisation des réseaux sociaux n'est pas optimale. Vous pouvez utiliser des réseaux sociaux. Par rapport aux d'emploi qu'on a fait passer, sur LinkedIn, je n'ai eu aucune réponse. Via l'offre d'emploi du forum, j'ai eu des bonnes réponses. L'offre d'emploi sur Indeed, j'ai eu des bonnes réponses. Et 100%, je dis bien 100% des postulations via Facebook, aucune n'a respecté la procédure de recrutement. J'ai été obligé, malgré moi, de tous les éliminer. Donc, on est bien sur la mauvaise utilisation complète des réseaux sociaux. Et ça en dit long, en fait, parce que tu parles de mauvaise utilisation. Je dirais pas de mauvaise utilisation. Je dirais que ceux qui sont présents sur certains réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, font souvent des meilleurs postulants que ceux qui se basent que sur Facebook, par exemple. N'utilisez que Facebook, alors parce que évidemment, on ne va pas postuler par Instagram et encore moins par Twitter. Euh, Pourquoi pas, mais c'est plus rare. Voire moi, j'en ai jamais vu une offre d'emploi sur Instagram ou sur TikTok ou sur Snapchat. Euh, mais c'est dommage parce que, et d'ailleurs, ça fait écho à un constat qu'on fait année après année, c'est quand on parle à notre public d'étudiants de LinkedIn, la plupart ne connaissent pas. Ce qui veut dire que, et j'espère que ceux qui nous écoutent sont de tout âge, mais il est possible qu'ils soient un petit peu plus jeunes, ou en tout cas un petit peu plus jeunes que moi. Euh, Malgré que vous êtes jeune, que vous êtes ce qu'on appelle des millennials, c'est-à-dire la plupart du temps nés à la fin des années 90, au début des années 2000, vous avez une connaissance qui est très lacunaire des réseaux sociaux. Mm. Et même quand vous connaissez, souvent vous ne les utilisez pas ou vous ne les utilisez pas bien. Ce sont des moyens de trouver des clients, des emplois, des opportunités qui sont extrêmement puissants. Et, De nos jours, on ne peut pas se dire qu'on fait abstraction. Ce n'est pas possible. et le sens de cet article aussi, l'article Using Social Media to Build Professional Skills, c'est de dire les réseaux sociaux, c'est
une opportunité de trouver des gens compétents qui partagent des choses intelligentes et qui vont me permettre d'apprendre. D'apprendre quoi? Plein de choses. Ok? Des choses sur mon activité, des choses sur mon secteur, des choses sur la région dans laquelle je suis, des choses sur un secteur connexe, des choses sur de l'innovation, des choses qu'on n'aurait jamais pensé à mettre avec, mais en fait, si je plug, si je branche cette info que je viens de recevoir avec une info que moi j'ai par rapport à mon secteur, je peux faire un truc hyper innovant. Donc, c'est vraiment l'occasion d'apprendre et de faire de la veille. Donc voilà, les deux. Je vais rajouter quelque chose à ce que tu dis, parce que, et ça c'est plutôt les cours qu'on donne à HEC qui nous apprennent ça, c'est que la plupart des étudiants se disent, bah oui, mais moi je viens de finir mes études, qu'est-ce que je peux bien avoir à raconter sur un réseau social professionnel qui est LinkedIn? Bah peut-être rien, mais posez-vous la question, qu'est-ce que LinkedIn a à m'apprendre? Et je parlais récemment avec une fleuriste qui me dit, ouais, mais moi dans mon domaine, je suis fleuriste, qu'est-ce que j'ai à apprendre de LinkedIn? Bah, par exemple, je lui dis, tiens, tu fais pousser tes fleurs toute seule dans ton jardin et tu récoltes toi-même? Ben non, je passe par un grossiste. Et ce grossiste-là, il fait partie d'une grosse société ou d'une toute petite société? Ben, d'une grosse société. Tiens, est-ce que cette société est présente sur LinkedIn? Oui. Ben pourquoi n'es-tu pas abonné à la page LinkedIn de ton propre grossiste? Tout à fait. Réponse, pop, 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 pop. Ben, voilà. Or, il y a des nouvelles, il y a peut-être des opportunités chez ce grossiste-là, il y a des news à suivre, peut-être que j'ai à apprendre des gens qui suivent ce grossiste-là, peut-être y en a-t-il d'autres, et de fil en aiguille, je vais en apprendre sur mon secteur. Pour Donc, faire pour synthétiser peut-être, et on clôturera, hein, je pense, avec ça, c'est dire, quand on est entrepreneur, il faut toujours être sur la balle. Tout est une occasion d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose, de faire un lien, de faire une vente, de créer un nouveau produit, de trouver des nouveaux prospects. Il faut être attentif à tout. Et évidemment, plus on multiplie nos sources d'infos et qu'on les gère, évidemment, ça ne sert à rien d'ouvrir les vannes si on n'est pas capable de gérer le flux. Mais plus on s'outille et mieux on arrive à faire des liens, à apprendre et à se développer, à développer notre activité commerciale. je vais donner un petit exemple de ça. Il ne fait pas partie des articles qu'on a proposés, mais il y a un article dans un quotidien français qui a quelques années qui titrait C'est Bac plus 5 qui se lance subitement dans les food trucks. Oui, très Et bien. en fait, ça prouvait quoi? Ben, c'est-à-dire qu'en France, quand on regardait les food trucks à succès, ben, on trouvait de plus en plus de gens hyper diplômés. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient ce succès-là? Ben parce qu'ils appliquaient les méthodes qu'ils avaient connues dans leur carrière antérieure à une activité beaucoup plus artisanale. Et ils avaient beaucoup plus de succès que les autres parce qu'ils utilisaient beaucoup mieux leur stratégie marketing, ils l'avaient beaucoup plus développée, ils utilisaient des moyens de communication, ils géraient beaucoup mieux leur boîte. Et bref, ça marchait. Donc il n'y a pas de secret. Ce n'est pas le diplôme qui fait que je vais avoir du succès, c'est parce que j'ai acquis des compétences, et peut-être un peu plus si j'ai un diplôme Bac plus 5, qui fait que je vais mieux utiliser les outils de la vie économique. Et donc, ça va me donner plus de probabilités de succès. Voilà, c'est vraiment ce sens-là. Les réseaux sociaux, ce n'est qu'un axe à développer dans cette stratégie. C'est un peu le sens de ces articles-là. Voilà, on en a terminé avec cette parenthèse sur des ressources et nos avis pour aller plus loin. On vous retrouve pour la prochaine vidéo qui va concerner non pas le mindset, mais toujours bien dans votre stratégie générale, quel est votre projet professionnel et quel est votre projet personnel. À tout de suite.